Nous recevons aujourd'hui dans À la page l'essayiste Mathieu Baumier pour son livre Voyage au bout des ruines libérales libertaires. Un essai tonique mené au pas de charge et qui ne laisse pas indifférent. Nous avons voulu en savoir plus et c'est pourquoi nous avons le plaisir de recevoir l'auteur. Mathieu Baumier, bonjour. Bonjour, merci de votre accueil. Merci de revenir à l'Homme Nouveau, puisqu'on ne va pas le cacher à ceux qui nous regardent, il y a à peu près 10 ans, vous participiez aussi à l'aventure de l'Homme Nouveau. Alors aujourd'hui, on peut vous lire à peu près partout, en tous les cas dans beaucoup de publications poétiques, littéraires et des publications également engagées. Je crois que vous tenez notamment une chronique à l'Incorrect. Oui, je m'occupe d'une rubrique. D'une rubrique. Et en effet, j'ai eu le plaisir de contribuer à l'Homme Nouveau il y a une dizaine d'années. Alors, vous nous revenez pour un livre au titre, j'allais dire presque célinien, mais je ne sais pas si c'est ce qu'il faut le dire. C'est volontaire. C'est volontaire, donc Voyage au bout des ruines libérales libertaires. Alors, ces ruines, quelles sont-elles exactement? Et quel est ce couple, j'allais dire, un peu étrange, libéral-libertaire? C'est une manière de définir le système politique dans lequel nous sommes. Un système politique qui réunirait deux formes de libéralisme. Un libéralisme économique qui oublierait l'économie de marché en réalité, pour se transformer en autre chose, quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus violent, qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Et puis un libéralisme que l'on appellerait libertaire, qui serait un libéralisme anthropologique. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je décris, on trouve l'analyse chez Michéa, rien de nouveau dans le sens de l'utilisation de ce couple. On trouve cette analyse chez Michéa, cette manière de décrire la façon dont l'idéologie du progrès s'est transformée au cours des 40 dernières années pour aller toujours plus loin dans la volonté d'éradiquer le monde dans lequel nous étions et de faire, de détruire ce qui fait l'homme en réalité. Pour moi, ce monde progressiste est un monde qui est en ruine, comme on le voit aujourd'hui, un monde qui est en train de s'écrouler et qui essaye de se maintenir, d'où sa radicalisation à toutes les échelles. Ce monde qui est en ruine et qui est en train de s'écrouler, c'est un monde que l'on peut regarder de manière positive en réalité, puisque avec un certain optimisme, alors je sais que c'est pas tellement dans l'air du temps, notamment dans les familles politiques ou dans notre famille religieuse, pour le dire comme ça, catholique. Mais c'est une erreur. Je pense que ce monde est réellement en train de s'écrouler et qu'un autre monde est à naître derrière ce monde-là. Le pouvoir politique libéral-libertaire qui correspond à l'oligarchie en place actuellement en France et en Europe, ou même dans le monde à certains niveaux, une oligarchie qui détiendrait le monde politique, le monde médiatique beaucoup. Cette oligarchie-là, elle n'a plus prise sur le réel, elle n'a plus prise sur la population. Ce que le mouvement des Gilets jaunes, d'une certaine manière, du moins au départ, a pu montrer, lorsque les gens étaient dans les ronds-points, tout simplement pour dire que cette manière de parler d'un réel qui n'existe pas, qu'ils ne vivent pas dans leur vie concrètement, puisque eux vivent dans une autre réalité, nous vivons dans une réalité qui n'est pas celle de l'oligarchie. Le décalage est tel entre le projet libéral et le projet libertaire, le décalage est tel par rapport à nous, par rapport à ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, que nous devenons réellement décalés. Et donc ça crée une sorte de révolte des peuples qui apparaît à l'échelle de toute l'Europe et qui ne va pas cesser de s'amplifier parce que les peuples demandent à être réenracinés, tout simplement. Alors ce monde, vous dites, il est en ruine, donc effectivement, ce que vous voulez montrer, c'est que, et vous en réjouissez de manière avec beaucoup de joie, sur un ton assez virulent, ce monde est en ruine, et donc c'est l'annonce que autre chose va advenir, et c'est de ça dont il faut se réjouir finalement. Oui, je pense sincèrement que la fin de ce monde, la fin de l'idéologie du progrès, la fin de cette idéologie devenue une idéologie libérale-libertaire, va nous conduire à nous redemander qui nous sommes en réalité en tant qu'être humain. Et nous redemander qui nous sommes en tant qu'être humain, autrement dit, quelles sont les limites que nous avons cessé de nous poser, quelles sont les limites que cet homme-là, cet homme libéral-libertaire, qui finalement n'a le pouvoir que depuis très peu de temps, réellement, à ce point-là. Il a le pouvoir depuis, on pourrait dire, depuis la modernité, d'une certaine manière. Oui, mais alors la modernité, on peut discuter son origine, et ça peut faire très longtemps, du coup. Ça peut aller très loin. Mais concrètement, en tant qu'oligarchie
lié à la mondialisation. C'est un pouvoir qui a une quarantaine d'années, donc c'est quelque chose qui est extrêmement récent. Et ce monde qui s'écroule va nous conduire à nous reposer la question de la limite. Quelles sont les limites que nous ne voulons pas dépasser? Parce que nous savons aujourd'hui que nous avons dépassé un certain nombre de limites, et que dépassant ces limites-là, nous avons jusqu'à menacer ce qu'est l'être humain, et même au-delà. Est-ce que votre livre, de l'être humain. Est-ce que votre livre, c'est une ode à la limite? D'un certain point de vue, oui, le livre se termine. Le livre se termine, c'est pour ça que je vous pose la question sur ce thème. Mais de mon point de vue, c'est le point fondamental aujourd'hui, la question de la limite. Qu'est-ce que nous avons oublié? Par exemple, si je prends l'exemple de l'éducation. Bon, il est certain que dans le monde catholique, dans le monde de la pensée catholique, nous critiquons, dans le monde de... Moi, je suis un homme de droite, je n'ai pas de problème avec ça, contrairement à ce qui est fréquemment présent en France aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à se reconnaître comme étant de droite. Je suis un homme de droite sur un plan anthropologique, je veux dire, pas sur un plan de la droite libérale. Je ne me reconnais pas du tout dans une figure telle que Alain Juppé, par exemple, loin de là. Qui est Alain Juppé, dont on me parle si souvent? C'est un libéral libertaire, justement. Oui. Si je prends l'exemple de l'éducation, nous critiquons depuis 40 ans ce qui est devenu l'éducation nationale, l'éducation en France, à juste titre. Une éducation qui a perdu l'habitude de fixer la moindre limite, qui a perdu l'habitude de fixer la notion de l'effort, le goût du travail, le goût de la réalisation du travail bien fait, le goût de l'écoute, le goût de la transmission. Toutes choses qui sont naturelles au sein de l'humanité. Bien, on assiste à l'échec patent de cette éducation, où des milliers de jeunes sortent tous les ans à des collèges, des lycées, sans savoir écrire une phrase, sans savoir s'exprimer oralement, dans l'incapacité totale de communiquer correctement avec leurs prochains. Voilà. La volonté d'aller au-delà de la limite en considérant que chaque être humain serait le détenteur de ses propres limites, c'est cela qui est en ruine aujourd'hui. Quelle différence faites-vous entre ce que vous appelez donc, ce couple libéral-libertaire et la modernité et la post-modernité? Parce que certains disent effectivement la modernité est achevée, est en fin de course, est en ruine pour reprendre votre terme, et on est en train de basculer dans une post-modernité qui demande à être définie. Est-ce que vous faites une différence ou est-ce que vous rentrez, est-ce que vous considérez que ces termes sont finalement synonymes? Alors non, personnellement je pense que nous entrons dans une période plutôt post-démocratique que post-moderne. Je vais expliquer ça dans 2 minutes, mais pour l'expliquer, il faut que je revienne, je vais expliquer ce que je pense à ce propos. Mais avant, il faut que je revienne sur le couple libéral-libertaire, parce que si on parle de politique pure, nous avons eu l'habitude d'opposer, dans le cadre d'un clivage droite-gauche, des courants politiques qui n'étaient pas opposables. Ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante. Je citais la figure de Juppé. Si je prends en face la figure de Jospin ou de Rocard, il s'agissait finalement des mêmes personnes. D'un côté des sociaux libéraux, de l'autre côté des libéraux sociaux. Et finalement, un faux clivage droite-gauche, il n'y avait pas d'existence. Bon, les libéraux libertaires, ce sont entre autres les personnes qui politiquement occupaient le pouvoir, qu'ils soient de cette droite-là, de cette gauche-là, qui n'étaient pas des droites et des gauches, mais simplement ce courant de l'idéologie du progrès. Pour moi, le clivage droite-gauche continue à exister aujourd'hui, et même il est en train de renaître. Il y a une vraie droite, qui est accusée d'être une extrême droite en permanence. Il y a de vraies idéologies de gauche, qui sont accusées d'être d'extrême gauche en permanence, et les libéraux libertaires sont entre les deux. Macron en étant... Dans ces figures de Macron, auxquelles vous consacrez plusieurs en étant une sorte d'aboutissement... Et d'ailleurs, on voit bien que cet aboutissement est une ruine, parce que le pays gouverné par Macron a quelque chose de ruineux et de ruiné, comme on peut le regarder aujourd'hui. À partir de là, la réflexion est la suivante. Puisque cette démocratie, qui n'en est pas une, et qui oppose deux fausses droites et fausses gauches, est une démocratie faussée, cette démocratie faussée dans laquelle nous pensions vivre, en réalité, nous vivions dans une image de la démocratie. Et nous nous apercevons aujourd'hui que cette démocratie
n'était qu'une image de la démocratie. Alors, à partir de là, il y a un courant qui tend à nous faire rentrer dans une post-démocratie, c'est-à-dire que l'oligarchie au pouvoir conserverait le pouvoir dans une démocratie qui se ferait passer pour une démocratie, mais qui le serait encore moins, si j'arrive à me faire comprendre. Et en face, les peuples se réveillent et réclament un retour à la souveraineté. Voilà. L'affrontement, il est là aujourd'hui, de mon point de vue. Souveraineté, vous me faites penser à une remarque assez récente d'Éric Zemmour qui dit finalement ceux qui défendent la souveraineté le font parce qu'ils n'osent pas aujourd'hui défendre l'identité. Oh non, par souveraineté, j'entends identité. Hein, voilà, c'est bien ce que je... Mais pas identité au sens américain du terme, au sens des pseudo-libéraux américains, enfin de la gauche américaine. Pas identité au sens où chaque minorité... défend non, je crois aux airs civilisationnels et aux identités enracinées. Au fond, vous ne vous reconnaissez pas comme réactionnaire, par exemple? Non, pas du tout, parce que être réactionnaire, ça consiste à regarder vers le passé et d'une certaine manière à vouloir réactiver un monde ancien et disparu. C'est même une position qui a été très très fréquente dans les milieux non conformistes, une position qui permet de... C'est un peu embêtant ou provocateur ce que je vais dire, mais de jouer un peu à la martyrologie, je suis réactionnaire, il y a un côté dandy, etc. C'est pas constructif. La problématique n'est pas celle-là. La problématique, c'est de construire un monde politique nouveau, une société politique nouvelle, de construire, de bâtir quelque chose qui réactive, bien sûr, des idées du passé, mais qui les modernise, qui les intègre dans la modernité. Pour prendre un exemple concret, il ne s'agit pas d'être antilibéral, il s'agit d'accepter l'économie de marché. Mais il s'agit de refuser le libéralisme tel qu'il est devenu depuis qu'il est sorti de l'économie de marché. L'économie de marché peut très bien être contrôlée. Qui peut imaginer aujourd'hui construire une société en dehors de l'économie de marché ? Quel serait le sens de ça ? Mais ça ne signifie pas que l'économie de marché doit devenir l'objectif de la société. L'objectif de la société, ce ne sont pas les échanges économiques entre les hommes. Voilà. Donc la question, c'est quel projet politique pour demain ? Qu'est-ce qu'on met en avant ? Qu'est-ce qui est prioritaire ? Ce qui est prioritaire, c'est l'être humain, l'anthropologie. Le mot conservateur. Oui, vous vous reconnaissez plus comme conservateur, hein, donc complètement. Il fallait mettre une étiquette absolument... Ah oui, je mettrais ce mot-là, mais pas dans le sens libéral-conservateur. L'ordre des mots est très important. Libéral-conservateur, le libéralisme prioritaire, non. Conservateur, libéral, intégrant l'économie de marché, mais refusant l'anthropologie libérale au sens des libertaires, au sens de cette manière de placer le désir, l'individu, au-devant, le désir de l'individu au-devant du bien commun. Donc un conservatisme travaillant à la réalisation du bien commun, refixant des limites, je pense que c'est la base d'un beau projet politique, en réalité, et qui pose la question du sacré, qui pose la question de la place du sacré, de la place du religieux dans nos sociétés. Et aussi de la limite que nous avons à apporter à la place de religions qui ne correspondent pas à l'identité du pays dans lequel nous sommes. Tout ça doit être repensé, et tout ça doit être affirmé avec vigueur. Voilà, de mon point de vue. Alors, vous ne vous reconnaissez pas comme réactionnaire, mais vous inspirez quand même de Joseph de Maistre. Oui. Puisque vous développez un concept qui me semble assez intéressant dans votre ouvrage, au début de votre ouvrage d'ailleurs. Vous proposez à la manière de Maistre, évoquant la contre-révolution selon effectivement la phrase célèbre, répétée, peut-être un peu trop répétée, la contre-révolution n'est pas une révolution contraire, mais le contraire de la révolution. Vous proposez une contre-modernité. Alors, au-delà du jeu de mots, si je puis dire, qu'est-ce que signifie le concept qui se cache derrière ces mots ? Alors, il s'agit de ce que je viens de décrire, en quelque sorte, c'est-à-dire de penser à l'intérieur de la modernité, mais de penser à l'intérieur de la modernité, de ne pas penser la modernité uniquement comme une rupture, de penser ce qui, à l'intérieur de la modernité, fait partie du monde que nous avons à construire demain. Autrement dit, conserver, c'est pas seulement ce que nous aurions à conserver sur le plan anthropologique, c'est aussi qu'est-ce que nous allons conserver de la modernité dont nous ne pouvons plus faire abstraction, en réalité. Et quelles sont les limites que nous allons fixer à l'intérieur. Alors, le contraire de la modernité, une modernité contraire, c'est ça. Hein, Joseph de Maistre, la phrase est prise dans tous les sens, en fait, un petit peu n'importe comment.
Si c'était réaliser le contraire de la modernité, ça consisterait à abolir la modernité pour en faire autre chose. Ça serait une position réactionnaire. Donner un autre sens à la modernité, lui redonner sens, en quelque sorte. Lui redonner sens, y compris en tenant compte de certains de ces aspects, sur le plan, par exemple, de l'organisation du système politique. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie libérale représentative ? Un système moderne sur le plan politique. Est-ce que nous sommes actuellement dans une démocratie libérale représentative ? Démocratie libérale peut-être, représentative non. L'immense majorité des Français n'est pas représentée à l'Assemblée nationale, par exemple. Est-ce qu'une démocratie libérale représentative fondée sur la proportionnelle, qui serait donc dans la modernité, ne correspondrait pas plus aux besoins que l'on a aujourd'hui sur le plan politique, par exemple ? Oui. C'est dans ce sens-là que j'entends les choses. En fait, donc, d'un essai, encore une fois, assez virulent quand même dans le ton, vous débouchez sur une conception vraiment politique pour l'avenir, mais acceptant ce qui vous semble positif dans la modernité, qui mériterait d'être continué, parce que pour vous, si je comprends bien, donc la modernité a malgré tout quelque chose d'indépassable, fait partie de la réalité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, mais il faut donc l'intégrer et permettre de quand même reconstruire quelque chose à partir d'elle. Je vais prendre un exemple en fait concret, la question de l'intelligence artificielle. Un projet politique réactionnaire, ça consisterait à partir du principe que l'intelligence artificielle ne doit pas exister, puisque on peut prendre l'intelligence artificielle comme étant un danger massif contre la personne humaine, à juste titre d'ailleurs. Sur le plan de l'intelligence artificielle utilisée dans le cadre de la guerre, de la surveillance des personnes en tous sens, tel que ça se produit par exemple en Chine aujourd'hui, où certaines villes expérimentent des systèmes de type de science-fiction, où les personnes sont sous contrôle, notées, comme dans certaines séries télévisées américaines, et obtiennent un certain nombre de droits en fonction des notes qu'ils ont selon leur comportement citoyen dans la ville. L'intelligence artificielle, c'est pas seulement ça, c'est aussi la capacité de soigner des choses qu'on ne peut pas soigner, sinon par le biais de la robotique. Donc, la question est celle de poser la limite, en fait. Ce que nous avons perdu, c'est, outre d'autres formes de foi qui ont reculé, c'est la foi en notre capacité à fixer nos propres limites. Nous avions cette foi-là. Il y avait cette question du bon sens. Cette question du bon sens a l'air d'être perdue. Mais en réalité, le simple bon sens du paysan d'autrefois fait partie de l'être humain contemporain. Et il n'est pas à l'écart de la modernité, ce bon sens. Qu'est-ce qui fait sens, de manière juste, de manière bonne, à l'échelle du bien commun ? Quelles sont les limites que nous pouvons fixer ? Bon, des choses appartenant à la modernité font partie du bon sens aujourd'hui. On ne va pas retirer des hôpitaux les robots qui soignent des maladies que nous ne savions pas soigner jusqu'à présent. Ça n'a pas de sens. Merci beaucoup Mathieu Baumier pour ces explications. Je rappelle donc le titre de votre livre, Voyage au bout des ruines libérales libertaires. C'est aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. C'est un essai, encore une fois, évidemment que nous recommandons, notamment parce que votre éditeur le présente comme un pamphlet, mais en tout cas, on peut dire que c'est un essai virulent, mais réfléchi. Qui propose des choses. Et qui propose des choses comme vous venez de nous le rappeler. Merci beaucoup.